Je suis Jennifer Mello, avocate au sein du cabinet Signature Litigation, qui est un cabinet spécialisé en contentieux des affaires et arbitrage. Je travaille au sein de l'équipe contentieux commercial et je traite notamment de dossiers relatifs au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. Alors, le devoir de vigilance, il vise à responsabiliser les grandes entreprises françaises dans leur chaîne d'approvisionnement pour prévenir des drames comme l'effondrement du Rana Plaza qui est intervenu en 2014 et qui est l'événement qui a suscité les discussions en France sur le devoir de vigilance. Le Rana Plaza, c'était un atelier de textile qui était localisé au Bangladesh, qui s'est effondré et qui a causé malheureusement de nombreuses victimes. Et il y a des étiquettes ensuite d'entreprises françaises qui ont été retrouvées dans les décombres. Donc le devoir de vigilance, il exige de la société mère ou donneuse d'ordre qu'elle applique à ses partenaires des exigences pour éviter les atteintes à l'environnement, aux droits humains et à la sécurité. L'un des principaux objectifs, c'est vraiment d'encadrer la sous-traitance à l'étranger et en particulier dans les régions qui sont moins exigeantes que la France sur ces sujets-là. Aujourd'hui, le devoir de vigilance est d'actualité parce qu'il y a des discussions au niveau européen, bien que son entrée en vigueur soit retardée sur ce terrain-là. La loi en France est entrée en vigueur en mars 2017. Elle s'applique aux sociétés qui sont établies en France, qui emploient au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde. Le devoir de vigilance, il comporte une obligation documentaire qui est en fait le pendant d'une obligation de mise en œuvre. L'obligation documentaire, elle consiste dans la publication du plan de vigilance. Donc les entreprises qui sont assujetties au devoir de vigilance doivent publier chaque année un plan de vigilance qui consiste à identifier, limiter et remédier aux risques que leur activité peut faire peser sur l'environnement, sur les droits humains ou sur la sécurité. Il y a 5 items obligatoires qui sont imposés par la loi. Le premier, c'est une cartographie des risques graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Le second, c'est des procédures d'évaluation régulière des filiales, des sous-traitants, des fournisseurs. Le troisième, ce sont des actions qui sont adaptées pour atténuer, prévenir les risques identifiés dans la cartographie des risques. Le quatrième, c'est un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements. Et enfin, le cinquième, c'est un dispositif de suivi de l'efficacité et de communication publique sur ce plan de vigilance. Les sociétés assujetties, elles doivent inclure dans leur plan non seulement leur propre activité, mais également celle de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs, mais uniquement ceux qu'on va appeler fournisseurs directs de rang 1, avec lesquels il y a une relation commerciale établie. Il y a 2 piliers fondamentaux pour la mise en place et l'élaboration du plan de vigilance. Le premier, fondamental, c'est l'identification, la hiérarchisation des risques. C'est vraiment cette approche par les risques qui va permettre d'identifier les actions à entreprendre. Et pour identifier les risques, il faut vraiment mettre en œuvre un processus au sein de l'entreprise qui implique de nombreux acteurs de l'entreprise, aussi bien horizontalement que verticalement, pour être au plus proche des enjeux de l'entreprise. Le second pilier, naturellement, c'est l'identification des actions pour remédier ou atténuer ces risques. Alors, cette obligation documentaire, naturellement, elle s'accompagne d'une obligation de mise en œuvre effective. Cette mise en œuvre, elle n'est possible que si les actions qui sont définies dans le plan sont des actions concrètes et réalisables. On parle donc de vigilance raisonnable. En fait, il faut tenir compte de ce que l'entreprise peut ou pas mettre en œuvre, compte tenu du contexte dans lequel elle se trouve, et surtout de sa capacité d'influence dans un secteur donné. Le devoir de vigilance, il a donc donné lieu à une nouvelle typologie de contentieux. Il existe 2 types d'actions qui peuvent être introduites sur le fondement du devoir de vigilance. La première action, c'est une action en injonction. On peut demander à ce que le tribunal judiciaire de Paris, qui est le seul compétent en la matière, enjoigne une société assujettie soit de publier un plan si elle n'en a pas, soit de modifier son plan de vigilance s'il en existe un, mais qu'on l'estime incomplet, soit de mettre en œuvre un plan s'il existe un plan, mais qu'il n'est pas mis en œuvre effectivement. Le deuxième type d'action, c'est une action en responsabilité civile. Donc une société peut être assignée en responsabilité civile pour obtenir réparation d'un dommage qui aurait été subi du fait d'une faute de vigilance. Donc ce sont les conditions classiques de la responsabilité civile. Il faut démontrer une faute, qui en l'occurrence sera une faute de vigilance, un manquement à l'obligation de vigilance, un dommage et un lien de causalité. Et sur ce lien de causalité, c'est vraiment important de pouvoir démontrer que la faute de vigilance est la cause du dommage, en d'autres termes que si la société avait pris les mesures qu'on lui reproche de ne pas avoir prises, eh bien le dommage aurait pu être évité. À ce jour, il y a une quinzaine d'actions qui sont pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris et il y a seulement 2 décisions qui ont été rendues au fond. On peut déjà observer quelques tendances. La première, c'est que le juge ne va jamais se substituer à l'entreprise pour décider de ce qui aurait dû ou non être mis en œuvre en termes de mesures de vigilance. La seconde, c'est qu'il y a des exigences qui sont quand même accrues en termes de granularité quand on parle de la cartographie des risques et de la cohérence entre les risques qui sont identifiés dans la cartographie et les mesures qui sont mises en œuvre.
Au niveau européen, il y a également donc des discussions sur le devoir de vigilance. La directive CS3D a été adoptée en juin 2024 et elle s'appliquera après transposition dans les États membres. Elle établit un devoir de vigilance européen avec un champ d'application élargi par rapport aux Français parce qu'il s'appliquerait non seulement aux sociétés établies dans l'Union européenne, mais également aux sociétés établies dans des États tiers qui génèrent un chiffre d'affaires significatif dans l'Europe, en l'occurrence plus de 450 millions. Elle vise également à élargir les obligations de vigilance au-delà du rang 1. Donc on ne serait plus uniquement sur les fournisseurs directs, mais sur les fournisseurs indirects. Cependant, la directive Omnibus qui est en cours de discussion remet en question l'entrée en vigueur du devoir de vigilance européen. C'est une directive qui a pour but d'alléger les obligations réglementaires qui pèsent sur les sociétés européennes, parmi lesquelles la CS3D en discussion. S'agissant justement de la CS3D, elle a notamment cette directive Omnibus pour ambition de restreindre les obligations de vigilance, de revenir par exemple à un champ d'application qui se limiterait aux fournisseurs de rang 1, comme c'est le cas en France, et de retarder son entrée en vigueur au plus tôt à 2028. Le devoir de vigilance, c'est donc un sujet qui est définitivement d'actualité. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de vigilance, c'est vraiment un exercice dont les sociétés assujetties ne peuvent pas faire l'économie, qu'il s'agisse aujourd'hui des sociétés françaises ou demain des sociétés opérant en Europe.